Avant de commencer la partie formelle du programme, je peux constater le carnage et les exactions commises en Ukraine en ce moment contre les civils, tout comme ce qui s'est passé ici et ailleurs il y a exactement 80 ans. Avec une pensée très forte pour tous ces civils qui souffrent, je vais commencer le programme de cette commémoration avec la lecture de la lettre de mon grand-oncle Benjamin Lieberman. C'est difficile. Ma chère, adorable et douce maman, mes chers frères et sœurs, et mes nièces, malheureusement, la nouvelle que je vous donne est terrible, parce que je serai fusillé ce matin comme otage pour des attentats commis au Havre. Vous savez mieux que tout le monde, je suis innocent, et je meurs comme et innocent. Je n'ai jamais rien eu sur la conscience et je tombe comme victime de la fatalité. Que Dieu nous pardonne pour tout et nous garde sous sa protection. Je vous prie de faire des démarches auprès des autorités occupantes pour avoir après mon corps et de faire un caveau de famille et m'enterrer d'après nos rites de nos ancêtres. Toute ma fortune, je vous prie de partager des parts égales entre maman, mes deux frères et ma sœur et faire beaucoup de bien de ma part. Au caveau, je désire au Père-Lachaise ou au cimetière Montmartre ou Trocadéro. Rappelez-vous toujours que vous avez eu un frère et fils. Il vous adore de tout son cœur. Et faites du bien comme j'ai toujours fait. Pensez à moi dans vos prières comme je penserai à vous. Je ferai des prières devant Dieu. Mes nièces doivent recevoir une part égale de ma fortune comme vous autres. Quand vous recevrez cette lettre, je serai mort. Pensez toujours à moi. Dans cette lettre, vous trouverez 2000 francs. Après cette lettre, c'est tout ce qui me reste de ma fortune. N'oubliez pas de demander mon corps pour l'enterrement. Embrassez tout le monde de ma part et mes amis. Je vous quitte et vous embrasse tendrement, ma chère et adorable maman. Et mes chers frères, et ma douce sœur, ma tendre belle-sœur. Je remercie de tout mon cœur ma famille Viciano pour tout ce qu'elles ont voulu faire pour moi. Votre frère et fils, Bernard. Je vous prie de faire des démarches avec les avocats pour proclamer mon innocence. Mesdames et messieurs, membres et amis des familles des 98 fusillés de mars et avril 42, que vous soyez présents ici ou en live stream, merci d'être avec nous aujourd'hui pour les honorer. Respect à votre aïeul, fusillé ici même. Chers membres de ma famille qui est en live stream aux USA ou présents ici aujourd'hui, j'en profite pour dire bonjour à ma mère, elle va me regarder actuellement, qui s'est levée à 4 heures du matin aux USA pour participer en visio. Messieurs les directeurs, monsieur le professeur d'histoire et chers élèves de 3e de l'École internationale bilingue Monceau, merci pour votre travail ces 3 derniers mois, travail qui vous honore. Chers amis, je souhaite vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune, Benjamin Lieberman, mon grand-oncle, le grand-oncle aussi de Juliette, peut-être, pas beaucoup plus âgé que vous, un jeune de 20 ans. C'est l'histoire de plus de 1000 autres hommes fusillés dans cette clairière. Il est polonais, de confession juive, fils de rabbin. Ils étaient français, haïtiens, polonais, communistes, juifs, libanais, égyptiens, allemands, catholiques, athées, artisans ou intellectuels, célibataires, mariés, pères de famille, amoureux, engagés. Benjamin sera arrêté en 1941 par les Allemands pour espionnage. Ils seront tous arrêtés pour différents motifs.
Après plusieurs prisons, Pithiviers, Fresnes et enfin Drancy, sa vie pleine de promesses. Terminé. Il est fusillé avec 16 autres hommes dans cette clairière le 31 mars 1942. Ils mourront tous devant le peloton d'exécution, brisés sur leur vie, accablés sur leur famille, anéantis leurs rêves et leurs amours. Revenons en arrière quelques instants. Benjamin vient à Paris en 1920 pour faire sa vie. Il est dynamique, il a de la présence, il réussit. Et parce qu'il réussit, en 1925, il fait venir sa mère, sa sœur adorée et ses 2 frères. Cette réussite, cette décision aura les conséquences suivantes 15 ans plus tard, 30 ans plus tard et encore aujourd'hui. 12 mois après sa mort, sa mère Eva, son arrière-grand-mère, restée à Paris avec ses fils, parce qu'elle est juive, est déportée dans le convoi 5 vers Auschwitz le 23 juin 1943. Elle est officiellement déclarée décédée le 28 juin 1943, le jour de ma naissance, 12 ans plus tard. 1945. Il ne restait plus que 300 habitants juifs sur les 6000 qui étaient résidents en 1939 dans sa ville natale en Pologne. 95% furent exterminés. Pour dire qu'il est plus que probable que je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui si Benjamin n'avait pas fait venir sa famille en France. Nous sommes là aujourd'hui parce que ces hommes ont subi et marqué l'histoire avec un grand H. Chaque fusillé, tous les fusillés au Mont-Valérien, que leur famille soit là ou pas aujourd'hui, ont une histoire, ont sauvé une ou plusieurs vies en étant désignés pour le sacrifice ultime, la plupart pour leur engagement contre le fascisme il y a 80 ans. Nous leur rendons hommage, ainsi qu'à toutes les femmes qui furent déportées en Allemagne et qui furent torturées et tuées pour les mêmes motifs que les hommes décédés ici même dans cette clairière. Je souhaite partager avec vous des mots, non plus que des mots, des engagements, des valeurs qui reviennent dans leur dernière lettre, lettre de cousine. Certaines seront lues aujourd'hui. Honneur, dignité, calme, justice, être utile, éducation, respect, sacrifice, patriotisme, fierté, refus de haine, rêve, un monde meilleur, humanité. C'est par respect pour eux qu'il est de notre responsabilité, de notre devoir, de garder en mémoire ces mots comme ligne de conduite dans la vie de tous les jours et au-delà de les partager et de les transmettre aux générations actuelles et futures. Oui, engageons-nous comme ils se sont engagés pour que le monde soit un monde meilleur. Le monde dans toutes ses composantes, famille, communauté, pays, planète. Cet engagement honore aussi ceux qui sont et ont été assassinés par les exécutants de pouvoirs dictatoriaux. Tout comme hier, la guerre est aujourd'hui en Europe, mais sur tous les continents, avec ses exactions, ses morts, ses blessés, ses représailles, ses destructions inutiles, ses lâches et ses héros, ces hommes imbus de pouvoir poursuivant leur chimère. Lors de ma longue carrière aux Nations Unies, j'ai constaté une chose dans tous les pays où j'ai travaillé. Les citoyens n'aspirent qu'à travailler, à étudier, à jouer en sécurité, à être respectés dans des mots. La cérémonie d'aujourd'hui est donc bien d'actualité. Elle nous rappelle non seulement le sacrifice ultime de ce millier d'hommes exécutés ici même, mais aussi le sacrifice d'hommes et femmes, oui en Ukraine, mais également dans d'autres pays meurtris par la guerre, par l'injustice, par l'inégalité, Afghanistan, Syrie, Myanmar et hélas, tant d'autres contrées. Honneur et respect à eux. Aux élèves de l'EIB et de tous les collèges et lycées de France, c'est un honneur pour nous de tous de partager ce moment avec vous. Je conclus en partageant cette pensée avec vous et avec les dirigeants de ce monde s'ils veulent bien écouter. Chacun de nos actes,
chacune de nos décisions tout au long de notre vie a et aura des conséquences. Conséquences que nous ne pouvons pas connaître à l'avance. Tout comme Benjamin Lieberman, qui a demandé à sa famille de faire le bien. Il y a une chose que je souhaite que nous emportions avec nous aujourd'hui, c'est de bien faire et de faire le bien. Lundi 9 mars 1942. Maman, papa chéri, vous saurez la terrible nouvelle déjà quand vous recevrez ma lettre. Je meurs avec courage, je ne tremble pas devant la mort. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas, si cela a pu servir mon pays et la liberté. Je regrette profondément de quitter la vie, parce que je me sentais capable d'être utile. Toute ma volonté a été tendue pour assurer un monde meilleur. J'ai compris combien la structure sociale actuelle était monstrueusement injuste. J'ai compris que la liberté de dire ce que l'on pense n'était qu'un mot. Et j'ai voulu que cela change. C'est pourquoi je meurs pour la cause du socialisme. J'ai la certitude que le monde de demain sera meilleur, sera plus juste, que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé, que l'ignoble exploitation cessera. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie. Je suis sûr que vous comprendrez, papa et maman chérie, que vous ne me blâmerez pas. Soyez forts et courageux. Vous me sentirez revivre
dans l'œuvre dont j'ai été un des pionniers. Mon cœur est plein de tendresse. Il a débordé d'amour. Je revois toutes les phases de cette enfance si douce que j'ai passée entre vous deux, entre vous trois, car je n'oublie pas ma Dédé chérie. Tout mon passé me revient en foule d'images. Je revois la vieille maison de Jacquemelle, le petit lycée, les leçons de latin, Monsieur Gousse, ma pension au petit séminaire et le retour des vacances. Mon vieux coucoute que j'aurais voulu guider à travers la vie. Et mon petit Gérard. Je pense à vous tous, de toute ma puissance. Jusqu'au bout, je vous regarderai. Je pleure ma jeunesse, je ne pleure pas mes actes. Je regrette aussi mes chères études. J'aurais voulu consacrer ma vie à la science. Que Coucoute continue à bien travailler. Qu'ils se disent que la plus belle chose qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est d'être utile. Que sa vie ne soit pas égoïste, qu'il la donne à ses semblables, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs opinions. S'il a la vocation des sciences, qu'il commence l'œuvre que j'avais commencée dans tout le monde, qu'il s'intéresse à la physique et aux immortelles théories d'Einstein, dont il comprendra plus tard l'immense portée philosophique. Que mon petit Gérald, lui aussi, travaille bien et arrive à quelque chose. Qu'il soit toujours un honnête homme. Maman chérie, je t'aime, comme je n'étais jamais aimé. Je sens maintenant tout le prix de l'œuvre que tu as entreprise en Haïti. Continue d'éduquer ces pauvres petits Haïtiens. Donner de l'instruction à ses semblables est la plus belle tâche. Papa chéri, toi qui es un homme et un homme fort, console maman. Sois toujours bon pour elle, en souvenir de moi. Maman Dédé chérie, tu as la même place dans mon cœur que maman. Tous, vivez en paix et pensez bien à moi, comme je vous aime. Tout ce que j'ai comme puissance d'amour en moi passe en vous. Papa, sois fort. Maman, je te supplie d'être courageuse. Maman Dédé, toi aussi. Mon vieux Coucoute et mon vieux Gérald, je vous embrasse bien, bien fort. Il faut aussi embrasser maman Tata bien fort. Pensez à moi, votre petit Toto. Adieu. על כנפי השכינה, במעלות קדושים, טהורים וגיבורים. בזוהר רקיע מזהירים את כל הנשמות המחתרות שנפלו במלחמת העולם השנייה. וכל לחמי התנגדות שרפו נפשם לעמוד הקדוש החיים. בידי המרצים הגרמנים הנאצים ועוזריהם בצרפת שלבשים. להן ברחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים. ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם. בגן עדן די מנוחתם ונאמר אמן.
Dieu, plein de compassion, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des justes, des purs et des héros, qui brillent comme la lumière du firmament resplendissant. Aux âmes des fusillés du Mont Valérien, tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à tous ceux impliqués dans la résistance, les otages, les communistes et les justes, qui ont donné leur vie, mourant pour la sanctification de la vie, assassinés brutalement par les nazis allemands, avec la collaboration du gouvernement de Vichy. Ô Éternel, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de vie éternelle, que l'éternité soit leur héritage, que leur mérite se pose en permanence sur nous, et qu'ils reposent en paix. Et nous disons Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est à toi surtout, mon frère en paix, que cette lettre s'adresse. Je vais mourir. Tu sais pourquoi. Tu deviens le chef de famille maintenant. Je te confie maman. Depuis 3 mois, je sais ce qui m'attend. J'ai tout le courage nécessaire. Mais la seule chose qui m'a fait pleurer et avoir vraiment du regret, c'est notre mère. Elle a été une mère admirable de tendresse et de dévouement. Toute sa vie a été consacrée à nous. Crois-tu que nous l'ayons bien payé en retour de cette tendresse? Pour ma part, je sais bien que non. J'aurais pu la rendre fière de moi dans l'avenir. Mais vois-tu, cet avenir doit s'interrompre brusquement. Je ne puis plus rien pour elle que d'une seule façon. Par vous deux surtout. Je vous en supplie, qu'elle soit désormais quelque chose de plus pour vous. Réfléchis bien, mon André, sur ce qu'est une mère comme la nôtre. Cette femme admirable à trouver, par amour, par une affection sans borne pour son fils aîné, le courage de lui sauver l'éternel. Alors qu'elle savait ne devoir plus le revoir. Et pourtant, elle subissait la torture la plus affreuse qu'on puisse imposer à une amie. On lui a arraché son fils. Et bien pour ce fils, elle a montré le plus grand courage qu'elle put montrer. J'ai appris avec plaisir que tu commençais à étudier et que tu t'apprêtais à devenir un homme. Le Pierrot en faisait autant. Merci, André et Pierre. Peut-être ainsi arriverez-vous à donner un peu de joie, un peu de soleil dans la vie de ma malheureuse amie. De plus, montrez-lui bien votre affection, bien plus que vous ne le faisiez. Et ceci pour remplacer ce qui ne pourra plus lui venir de moi, et pour qu'elle puisse me retrouver un peu dans vos bébés. À l'avenir, je compte beaucoup sur cette promesse que vous m'auriez faite si je vous l'avais demandé. Soyez toujours courageux, on arrive à tout avec le courage, même à mourir à 19 ans, le sourire aux lèvres. J'embrasse Hélène, mon cher petit Pierrot, mon oncle, ma grand-mère. Plus tard, répète tout ce que je t'ai dit à propos de maman, à Pierre. À ma mère chérie, ma dernière pensée, mes derniers baisers, les meilleures questions. Marcel Berton, à sa fille, Paris, prison de la Santé, 17 avril 1942. Ma petite Hélène, lorsque tu liras cette lettre, ton petit cerveau commencera sans doute à comprendre la vie. Tu regretteras de ne pas avoir à tes côtés ton papa, qui t'aurait rendue heureuse avec ta maman. Mon Hélène, tu dois savoir un jour pourquoi ton papa est mort à 21 ans, pourquoi il s'était sacrifié. Il est 2 heures. Et à 4 heures, il faut être prêt. Il me faut me dépêcher. Écoute et respecte mes volontés. Numéro 1. Dans tout ce que tu feras dans ta vie, respecte ta mère. Respecte le souvenir de ton père. Si un jour, tu manquais de respect à ta maman, sache que si je pouvais la prendre, je sortirais de la tombe pour te le reprocher. Numéro 2. Apprends à connaître les raisons pour lesquelles je suis tombée. Numéro 3. Apprends à connaître ceux qui t'entourent et juge les gens, non d'après ce qu'ils te diront, mais d'après ce que tu leur verras faire. Numéro 4. Aie la volonté, l'ambition de devenir. Aie l'esprit de sacrifice pour les choses nobles et généreuses. Ne te laisse pas arrêter par les choses qui paraîtront te convaincre que ton sacrifice est vain, inutile. Numéro 5. Soutiens ta maman par ta conduite honnête.
Ne lui créez pas de soucis inutiles. Aide-la de toutes tes forces, car la vie, pour elle, fut semée de souffrances amères et tragiques. Numéro 6. Si dans la vie ne connaît pas la richesse, console-toi en pensant que là ne se trouve pas la source du vrai bonheur. Numéro 7. Choisis un honnête travailleur pour mari. Choisis-le généreux, aimant, travailleur, capable de t'aimer. Ma fille, en pensée, je t'embrasse. On ne nous a pas accordé l'autorisation de nous voir. Peut-être cela vaut-il mieux. Adieu, Hélène. Ton papa est mort en criant « Vive la France !» Tu es à la prison de la Santé, le 17 avril 1942, date de mon exécution. Marcel Berton. Ne baisse pas la tête parce que ton papa est fusillé. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes des élèves de l'UP. Je m'appelle Clotilde. Et moi, Eliade, nous sommes présents pour vous partager le ressenti qu'on a eu par le travail sur le mouvement. Depuis que nous étudions l'histoire du monde aérien pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons une meilleure compréhension de ce drame historique. En classe, nous ne réalisions pas les souffrances et craintes de ces fusils. Et travailler de cette manière est une chance pour nous. Nous comprenons que tous ces hommes se sont sacrifiés pour que l'horreur ne se reproduise pas. Nous savons que c'est un moment terrible de notre histoire et nous en sommes vraiment reconnaissants. Certaines choses sont encore un peu floues pour notre génération, mais cela a aidé de rencontrer des descendants. Et l'intervention de M. Epstein nous a fait comprendre l'importance de se souvenir de ces hommes morts pour notre liberté. Par l'étude de lettres simples et touchantes avec les derniers souhaits des personnes, nous réalisons l'état d'esprit que ces hommes avaient face à la mort. En visitant ce lieu de commémoration et en lisant ces lettres touchantes, nous nous sentons plus affectés par ces fusillades vaines et lâches. Et nous arrivons à respecter le grand homme qui a dit « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas ». Savoir que nos pas ont suivi le même chemin que celui que les condamnés ont emprunté nous a profondément touchés. Cette approche nous a Cette approche nous a permis de concrétiser ce qui s'est passé et d'éprouver un respect pour des personnes qui nous sont inconnues. Grâce à ce témoignage concret de M. Epstein, nous avons compris que peu importe leurs origines et leurs croyances, leur destin était commun. Quand nous sommes rentrés dans la clairière, nous ressentions une compassion pour toutes ces victimes lâchées à un poteau sans aucune échappatoire. Grâce à cette perspective différente, nous avons pu ressentir toutes les émotions que l'on a voulu nous transmettre. Nous sommes reconnaissants des détails et anecdotes personnels de M. car l'émotion ressentie était forte. Nous vous remercions tous pour cette expérience et nous sommes pour toujours reconnaissants et conscients que nous devons être passeurs de mémoire. Et tout cela grâce à M. Epstein, Mme Bouquin et M. Vincent. Merci.
1933, en Pologne, à Biała Podlaska. De septembre 1939 à juillet 1940, Benjamin Lieberman est un engagé volontaire attaché à l'ambassade de Pologne. Sa mission spéciale, recruter des hommes pour l'armée polonaise en France. Il fait partie de l'état-major de l'armée polonaise à Angers. Après sa démobilisation, Benjamin Lieberman rentre à Paris et assure la liaison entre les Polonais et les résistants français. Il est arrêté en mai 1941 par la Gestapo sur ordre des nazis durant une rafale des Juifs étrangers. Il est détenu au camp de Pithiviers, puis il est emprisonné à la prison Fresnes pour suspicion d'espionnage. Ensuite, il est interné au camp de Drancy pour mesures raciales anti-juives. Il est déporté au Mont-Valérien et fusillé le 31 mars 1942 comme otage en représailles d'un attentat commis au Havre le 25 février. Donc, en cours, nous avons pu retracer le parcours de M. Lieberman grâce à plusieurs sources, telles que des documents administratifs. Vous pouvez en voir ici une demande d'attribution du titre d'interne politique, une attestation de la préfecture de police et d'autres documents qui décrivent les motifs de sa condamnation et son arrestation. Le motif de son arrestation, comme vous pouvez voir ici, est mesure raciale anti-juive. Ce n'est pas présent sur le PowerPoint, mais nous avons aussi pu voir des photos de lui et de sa famille pour un peu mettre un visage à la personne dont nous sommes en train de parler. Finalement, nous avons pu étudier sa dernière lettre. C'était vraiment un moment très émouvant parce que sa dernière lettre est adressée à sa famille et vous êtes vraiment triste. Dans sa dernière lettre, il parle de son innocence. Il répète plusieurs fois « je suis innocent ». Mais il parle aussi de sa foi et de Dieu. Il dit que Dieu nous pardonne pour tout et nous garde sous sa protection. Et finalement, il parle de son amour pour sa famille. Il dit « Rappelez-vous toujours que vous avez eu un frère et un fils qui vous adorent. » L'abbé Franz Stock en parle dans son journal de guerre et il dit « Benjamin Lieberman, juif, croyant, qui avait beaucoup fait le bien, pria et me demanda ma bénédiction. » Lucien Charles Georges Prenou. Lucien est né le 11 avril 1901 à Bayeux, dans le Calvados, et il est exploitant agricole à Lasson, ville dont il est maire. Il est le plus jeune maire de France avant la guerre. Il aide, dès 1940, des soldats britanniques et français à échapper à la capture, d'autres à s'évader. En 1941, il entre dans un réseau Action M chargé notamment d'héberger des aviateurs anglais et de fabriquer des faux papiers. Il transmet des renseignements sur les effectifs du camp d'aviation de Carpiquet, proche de son. Début juillet 1941, il héberge 2 agents de la France libre, Henri Lady et Jean-Louis Cartigny, parachutés au-dessus de la rue. À la suite d'une dénonciation, la police allemande fit irruption le 9 juillet 1941 à Lasson, domaine du Marais. Le 23 mars 1942, il fut transféré de Caen à la prison du Cherche-Midi à Paris, 6e arrondissement. Ce lieu de détention était administré par les Allemands. Le 31 mars 1942, Lucien Frémont est fusillé au Mont-Valérien, inhumé au cimetière d'Ivry-sur-Seine. L'abbé Stock fit passer à sa veuve un message écrit sur le lieu de son exécution, dans laquelle il nous dit ne pas être inquiété par la mort. Une lettre d'adieu et de réconfort à ses administrés de Lasson et une lettre nominative à chacun de ses 6 enfants. Lucien Frémont fut décoré de la Légion d'honneur, à titre posthume par le général de Gaulle et honoré de décorations anglaises au titre de son activité dans le renseignement pour les Anglais. Je vais vous lire un extrait de la dernière lettre de Lucien Frémont à son épouse. Je viens d'être prévenu que mon recours en grâce était refusé et que la sentence allait être exécutée dans 3 heures, c'est-à-dire à 4 heures cet après-midi. Tenez-vous bien les coups. Vivez simplement en famille, imprégné de son devoir et confiance en lui. Rappelez-vous qu'à 1 heure de la mort, ma main n'a pas tremblé pour vous dire cela et vous le dire avec tout mon cœur. Toi, ma petite chérie, ne te révolte pas, je t'en prie. Tu vas être bien entourée par vos petits et je t'attends là-haut, ton grand chéri. Donc, ce qui nous a marqué. Lucien Frémont combattu pour sa ville et sa patrie.
Il est mort pour la France et il nous a beaucoup touchés par ses actions généreuses envers les citoyens et les soldats de sa patrie et même de l'Angleterre. Son courage était aussi très remarquable. Dans sa lettre à sa femme avant de mourir, il témoigne ne pas avoir peur face à la mort et même être sauvé. Marcus Smart est né en 1999 et est mort le 31 mars 1942. Il était polonais et retraçons un peu son parcours. En 16 novembre 1940, il a été importé au camp de Tourelle pour être relâché le 16 janvier 1941. Il a été emporté à Drancy du 20 août au 5 novembre 1941 pour y retourner après le 20 janvier 1942 en 27 mars 1942 et donc le 27 mars. Il a été transféré à une prison allemande, la prison allemande du Charche-Midi. Il est transféré en mars, il a été fusillé. Marcus a été arrêté souvent en qualité de juif. Les documents nous disent qu'il a été condamné en tant que militant politique. Il était militant socialiste révolutionnaire. Il fut secrétaire de l'Union sioniste et membre du parti Helput et Pauley Zion. Donc, nos sources sont par exemple, on a une section de notes de la préfecture de police et on a aussi par exemple donc un dossier de décès avec différents documents et malheureusement il n'a pas pu écrire de dernières lettres, donc on n'attend pas ses dernières pensées, mais c'était vraiment très émouvant de pouvoir retracer son parcours et de voir tout ce qu'il a accompli et malheureusement son décès. Maurice Guérin est né en 1914 à Cassancourt et il exerçait le métier de terrassier. Il a été arrêté en octobre 1941 en raison de sa possession d'armes et de tracts anti-nazis. Puis il a été interné à la maison d'arrêt de Melun avant d'être transféré à Fresnes puis remis aux nazis en novembre 1941. Maurice Guérin a été jugé pour intelligence avec l'ennemi et propagande communiste par un tribunal militaire allemand. Son jugement l'a conduit à 3 ans de travaux forcés. Puis il a ensuite été fusillé le 31 mars 1942 à 9h17 au Mont-Valérien. Il obtient la mention de mort pour la France le 6 octobre 1955. Et donc, ce qui nous a le plus touché dans le parcours de M. Maurice Guérin, c'est ses dernières pensées qu'il a écrites dans sa lettre pour sa petite sœur et le fait qu'il ait été fusillé à 18 ans et ce qui fait de lui le plus jeune des fusillés. Alors les documents que nous avons la possession pour connaître plus d'informations sur la vie de notre fusillé Maurice Guérin, on a une photographie qui n'est pas là, mais de lui. On a aussi une lettre qui a des lettres adressées à sa famille, comme sa sœur, qui a été écrite le 25 novembre 1941. Nous avons aussi son livret militaire qui est un document d'identité dans lequel sont enregistrées au fur et à mesure les étapes de sa carrière militaire pour lui. Nous avons aussi possession d'un certificat de validation des services, campagne et blessures. Nous avons aussi l'accord des descendants pour le transfert du corps sous le monument aux morts de Courbevoie qui contient la date de création de ce document qui est le 10 août 2001. Nous avons aussi sa date de naissance, sa date de mort et son nom complet. Nous avons aussi un témoignage de Rose Guérin, de la députée de la Seine, qui certifie l'arrestation de Maurice Guérin en octobre 1941, où il a été remis aux Allemands pour être fusillé le 30 mars 1942. Paul Lombard est né en 1885 à Menton et mort le 31 mars 1942 ici au Mont-Valérien. Fondateur du Grand Quevilly, Paul Lombard rejoint la Résistance dès novembre 1940. Il est arrêté le 8 août 1941
par les autorités allemandes pour propagande anti-allemande. Condamné à mort par le tribunal militaire allemand de Paris le 23 mars 1942, il est transféré à Fresnes le 27 mars, puis fusillé le 31 mars en représailles de divers attentats. Donc là, nous avons plusieurs sources qu'on a étudiées, dont un extrait du registre des naissances et des actes de décès, 2 attestations d'appartenance au réseau de résistance et de forces françaises combattantes 1947-1951, et puis une lettre de sa femme veuve demandant une inscription comme morte pour la France, datant du 5 décembre 1946. Sachant que nous n'avons pas eu beaucoup d'informations sur son parcours, ni de photographies le représentant, nous voyons Paul Lambard comme un fusillé inconnu qui symbolise l'ensemble des résistants morts pour la France. Bonjour à tous, je suis Chloé Mélassé, élève de l'EIV, et je vais à présent vous parler de notre visite au Mont Valérien, effectuée le lundi 7 mars dernier, en compagnie de M. Georges Dufaux-Hohenstein et de Mme Boutin. Durant notre visite, nous vîmes plusieurs lieux, tels que le chemin des fusillés. Georges nous expliqua que des camions, je n'aime pas trop employer ce terme, mais déchargeaient sur ce chemin des résistants, des juifs. Et donc, selon le nombre de personnes que déchargeaient les camions, ils étaient soit directement fusillés, s'ils étaient peu, ou soit mis dans la chapelle à compter les heures qu'il leur restait de la vie. La chapelle, où aujourd'hui nous pouvons voir les 5 poteaux de bois d'exécution, et où au niveau du cœur humain, les poteaux y sont en ruine à cause du nombre important de balles tirées dans cet endroit spécifique. Il faut savoir que les Allemands tiraient en même temps pour ne pas savoir qui tuait qui. Nous pouvons voir 3 cercueils aussi, datant de l'époque pour mettre les fusillés morts. Sur des espèces de tableaux à fond bleu, nous pouvons voir des graffitis représentant les dernières pensées, vœux, engagements des résistants, comme Vive la France, le communisme, la liberté. Durant notre visite, nous vîmes aussi plusieurs sculptures en mémoire des fusillés, telles que la dalle. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en plein milieu de la clairière se trouve la dalle, où il est inscrit ici de 1940 à 1944, ouvert plus de 4500 résistants fusillés par l'ennemi pour leur indomptable foi dans les destins de leur pays. Sur cette dalle, il y a plusieurs erreurs, telles que les chiffres, ainsi que la lettre U remplacée par la lettre B pour la victoire. La cloche, l'œuvre de Pascal Convert, une cloche qui a pour but de rendre hommage aux fusillés, mais aussi un symbole de résistance. Sur la cloche, il figure par ordre chronologique de décès les noms, prénoms et dates d'exécution des 1009 noms des fusillés identifiés à ce jour. Sur cette cloche, il y a près de 17 à 20% de juifs et 17 nationalités différentes. Pascal Convert a choisi une forme de cloche car celle-ci sonne pour défaite comme victoire. La crypte. Donc dans la crypte, on ne voit que des coffres en bois sur lesquels il y a des drapeaux de la France, sans photos, ni information sur les soldats pour les mettre tous au même niveau d'égalité. Les 16 hauts-reliefs. Sur le mur extérieur, 16 hauts-reliefs de bronze et figures de différents sculpteurs pour chacun des statues. Chaque sculpteur, avec leur sensibilité, illustrait un événement, un combat, un symbole de la France au combat de 1939 à 1946. Et enfin, la flamme. Sur les murs de l'entrée du mémorial, il est écrit « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne s'éteindra ». Cette phrase explique que la présence d'un feu sans cesse allumé devant le mémorial, qui est rallumé tous les 18 jours. Le feu symbolise la flamme que chacun a en soi, des valeurs communes que nous devons tous défendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je laisse la parole à la caméra. On va faire un petit bilan sur ce qu'on vient de dire. Donc, tous les fusillés morts au Mont Valérien sont d'origine, pays, croyances différentes. Néanmoins, ils ont été réunis par les valeurs qu'ils avaient en commun et qu'ils défendaient vaillamment. Le courage admirable dont ils ont fait preuve les a menés à la mort, mais ils ont dédié leur vie au futur d'une patrie qui n'était pourtant, dans de nombreux cas, pas la leur. Nous devons continuer à leur rendre hommage et sensibiliser les nouvelles générations, car c'est grâce à ces morts pour la France que nous vivons aujourd'hui sous les principes de la République, liberté, égalité et fraternité.
Je voudrais terminer en demandant peut-être d'applaudir les collègues du mémorial du Mont Valérien qui vraiment et je crois que c'est l'heure de souhaiter-nous de repartir. Oui, parce qu'ils ont des contraintes, ils ont des cours cet après-midi. Voilà. Mais en remerciant tous, c'est bien.